Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Daniel, qui est professeur à l'ESCP, qui vient d'écrire ce livre, L'état de connivence, en finir avec les rentes. Et c'est chez Odile Jacob. Également Juliette Méadel, toujours avec nous, porte-parole du Parti socialiste et fondatrice de l'Avenir n'attend pas, du collectif. Ludovic Subran, qui est donc chef économiste chez Euler Hermès. Eh bien, Ludovic, ça vous intéresse ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'il y a eu une panique sur les marchés financiers. Chute du CAC 40, passé en dessous des 4000 points. Inquiétude sur la Grèce, le taux à 10 ans bondit. Le pessimisme s'installe. Selon un sondage de Bank of America Merrill Lynch, le sentiment des investisseurs est au plus bas depuis 2 ans. Crainte sur la croissance, crainte sur Ebola. Alors, est-ce un excès d'anxiété? Peut-on redouter un nouveau krach? Je vous propose d'écouter quelques réactions politiques et on en débat ensuite. Le climat qui a été créé par les marchés ces derniers jours ne reflète pas les fondamentaux de l'économie ou des perspectives grecques. La Grèce est un champion en Europe et dans l'OCDE en ce qui concerne ses ajustements fiscaux et ses réformes structurelles. Relancer la croissance, c'est la meilleure façon de stabiliser les marchés. Ah si, nous sommes sortis de ce qu'on appelait la crise de la zone euro, mais l'Europe n'a pas retrouvé le chemin de la croissance. Elle vit une stagnation. Tous, je dis bien tous les États membres, doivent respecter pleinement le pacte de croissance et de stabilité. Ces règles doivent être appliquées de façon crédible. C'est le seul moyen pour que ce pacte garantisse la stabilité et la confiance dans la zone euro. Ludovic Subran, droite dans ses bottes, évidemment, Angela Merkel, le pacte de responsabilité. Bon, alors, les politiques, on voit bien, tentent de rassurer. Est-ce qu'il y a une vraie panique aujourd'hui? Est-ce qu'on risque un nouveau krach? Alors, il y a clairement des surréactions sur les marchés qui sont liées à ce sentiment de défiance généralisée. Moi, je ne crois pas du tout à un troisième choc, à une récession, à ce que vous voulez. Je pense que le problème, c'est que ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas expliqué surtout aux Européens, c'est que ça prend 10 ans de se remettre d'une vague d'ajustement structurel, que le choc de 2009 n'a été qu'en partie absorbé et que surtout, on est aujourd'hui toujours dans cette lutte interne en Europe, ce cannibalisme des politiques publiques, c'est toi qui fais mal, c'est toi qui fais mal, et qu'en fait, on ne va pas s'en sortir comme ça. C'est-à-dire que toute la solidarité qu'on avait eue à un moment donné qui a permis de faire baisser ce stress financier sur la Grèce, rappelons-nous, dès que l'Allemagne a vu que le fait que les Grecs avaient des coûts d'endettement extrêmement élevés, que le risque de sortie de la zone euro, que le génie était sorti de sa bouteille, dès que ça s'est matérialisé un peu davantage, ils ont rétropédalé et se sont comportés un petit peu plus dignement sur leurs amis les Grecs. Donc il faut arrêter de taper sur les Grecs. Moi j'y vais mardi, je peux vous dire il va y avoir 150 entrepreneurs qui n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, c'est d'investir. Non, ils sont en Grèce, ils veulent investir dans leur pays, ils veulent investir à l'étranger, ils veulent exporter ce qu'ils savent exporter, ils veulent bénéficier de cette compétitivité regagnée. Les Grecs, prix dur, bien sûr, au prix fort, parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, du jour au lendemain, sur votre bulletin de paie, vous avez eu 46% de moins. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire le coût social était énorme, ils ont vraiment touché le fond. Mais ça redémarre ou pas? Mais ce coût du stress sur les marchés, si on regarde en effet sur un an, il y a eu 40 points de base, etc. Si on regarde sur 10 ans, je vous assure, il faut regarder la courbe. Vous avez la montagne russe d'un côté, de l'autre, vous avez l'espèce de petit vallon un peu sympa. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment remonté ce stress sur la dette grecque. C'est juste qu'aujourd'hui, il suffit que l'Allemagne éternue avec ses 4% de chute de la production industrielle, que la France recreuse un petit peu son déficit, que le taux à 10 ans a bondi. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais alors, c'est un saut de puce par rapport à ce qu'on a vu au cœur de la crise en 2011, donc la crise de confiance européenne. Je crois qu'il faut juste se dire, on est dans ce tunnel-là, il va y avoir des plus, des moins. C'est très turbulent, il ne faut juste pas surréagir, arrêter de se voiler la face. Il va falloir reconstruire. On en a encore pour un petit bout de temps. Donc si dès qu'il y a un petit signal, on commence à remuer et à dire, oui, c'est toi, c'est ta faute, non, c'est ta faute, on ne va pas s'en sortir. Vous rassurez, Juliette Méadel? Mais je crois qu'il y a eu de la part des marchés sans doute une anticipation d'un petit ralentissement quand même de l'activité en zone euro, qui a été aussi le fait d'une déflation qui menace et à laquelle on ne s'attendait pas, il faut quand même le dire. 3 chances sur 10, dit le FMI, c'est une déflation. Voilà, 3 chances sur 10. Bon. Non, mais alors ensuite, il y a aussi de la part des Américains peut-être une relative crainte, mais le bon signal, c'est qu'effectivement la Fed a dit qu'elle allait augmenter ses taux d'intérêt, mais pas tout de suite. Et ce qu'on peut en attendre, en tout cas pour la zone euro, c'est que l'euro baisse
Et si l'euro baisse, comme ce qui est le cas aujourd'hui, mais il faudrait qu'il baisse encore un peu plus, ce qui devrait être possible compte tenu de la baisse des taux, si l'euro baisse, on vendra plus à l'étranger. Et si on exporte, enfin hors zone euro, si on exporte plus, on peut supposer que la croissance reviendra. Mais je ne vois pas non plus de raison particulière de s'inquiéter, parce qu'en fait, on se rend compte que les fondamentaux ne sont pas si catastrophiques que ça. Donc pas de nouveau crack, Jean-Marc Daniel. Vous êtes un peu plus alarmiste, vous, non? Non, je ne suis pas plus alarmiste, mais je ne ferai pas exactement les mêmes analyses. Je pense que le cas grec, il faut bien voir, hein, le déficit grec, c'est 17 milliards d'euros cette année. 17 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. Si on rajoute les besoins de refinancement, on atteint 40-45 milliards d'euros. C'est tout à fait gérable. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit que la Grèce allait revenir sur les marchés. C'est-à-dire, pendant très longtemps, la Grèce a été... Les émissions de dette publique grecque étaient souscrites par des institutionnels. Et là, en plus, le Premier ministre grec souhaiterait justement... Revenir sur les marchés. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de retour à la réalité où, de nouveau, on interprète la réalité, ce qu'est l'économie grecque. Ils veulent se libérer un petit peu de la tutelle du FMI. Oui. Ils l'ont clairement dit. Alors, il faut voir quand même, on a parlé des salaires. En fait, le PIB de la Grèce en 2007, c'était 270 milliards d'euros. Cette année, ça va être 175 milliards d'euros. Donc, le revenu qu'on a se partager les Grecs, c'est effectivement quelque chose qui a été considérablement diminué. Combien d'années de récession? Récession depuis 2009. Depuis 6 années de récession sans développement. Bon, mais si je mets à part le cas de la Grèce, je crois qu'il y a 2 erreurs dans ce qu'on nous raconte en ce moment. Un, sur la déflation. Les prix baissent parce que le prix de l'énergie baisse. Et ça a toujours été, le contre-choc pétrolier, ça a toujours été porteur de croissance. Donc, ces prix qui baissent, c'est pas inquiétant. Au contraire, je pense que c'est porteur de croissance. Je serais plus inquiet si j'étais M. Poutine, qui va avoir du mal à équilibrer ses finances publiques parce que le prix du pétrole baisse, ou certains... le roi d'Arabie Saoudite. Ou le roi d'Arabie Saoudite, qui commence lui aussi à 85 $ le baril de pétrole. Ça lui coûte un point de PIB. Et la deuxième chose, je pense que sur la baisse de l'euro, quand vous êtes dans une zone qui est le principal exportateur mondial, parce que tout le monde voit la France qui est en déficit extérieur, mais la zone euro, c'est le principal excédent extérieur mondial. Vous ne pouvez pas au G20 défendre le point de vue que la Chine devrait revaloriser son taux de change parce qu'elle exporte beaucoup, et simultanément dire, en revanche, la zone euro devrait baisser son taux de change parce qu'immédiatement les Chinois, ce qu'ils ont fait au dernier G20 en Australie, ont dit, écoutez, je ne comprends pas le raisonnement des Français, la zone euro exporte plus que nous. Donc, en termes de montant, en termes d'excédent extérieur, donc il y a un véritable problème pour la zone euro, qui est la France, qui n'est pas la zone euro en tant que telle, et la France qui n'arrête pas de parler de déflation et de euro trop fort, alors que l'euro n'est pas assez fort, et que ce qui se passe sur les prix est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce qui manque à la France, c'est des réformes structurelles qu'ont fait les Grecs, que font les Espagnols, dont parlent les Italiens, parce que les Italiens en parlent beaucoup, mais M. Renzi, jusqu'à présent, on a vu surtout des meetings, des rencontres, des sommets à Milan, mais sur le plan concret, pour l'instant, on attend un peu. C'est ça qui est en jeu. Sur la déflation ou la désinflation, je suis d'accord. Déflation, ça veut dire baisse générale des prix. Désinflation, c'est pas tout à fait. C'est une baisse relative des prix. On va le simplifier comme ça. Moi, là où je vois l'impact de prix un petit peu bas, c'est sur les chiffres d'affaires des entreprises, et pas qu'en France. Les chiffres d'affaires des entreprises en Europe, en particulier en France, sont plats depuis à peu près 2-3 ans. Donc en fait, le truc, c'est que, et en Allemagne, c'est à peu près la même chose, entre l'euro qui, trop fort aussi, ne leur convient pas pour exporter parce que les Coréens et les Américains sont plus compétitifs, et surtout, en zone euro, ils n'ont plus la demande. Moi, je vais parler à des chimistes allemands. Voir le commerce extérieur allemand. Hein. Exactement. Moi, je vais parler à des chimistes allemands qui me disent, on est obligé de produire avec des intrants moins chers pour des extrants moins chers, donc des produits moins chers, parce que sinon, on n'a personne pour acheter ce qu'on fait. Ou alors des gens qui nous disent on a investi dans de la domotique, de la télématique, mais on n'arrive pas à pricer cette innovation, c'est-à-dire à transmettre cette innovation dans le prix de vente de ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas cette demande en zone euro, il n'y a pas cette demande à l'extérieur. Tout ça pour dire que, en effet, il n'y a peut-être pas de déflation, mais aujourd'hui, on est dans un mode où on est en effet un petit peu mou, et sur les prix, et sur la croissance. C'est pas un mal en soi. Et vous êtes d'accord avec le fait que la zone euro est en excédent extérieur? Oui, ça, c'est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle l'euro sera jamais trop faible. Le sujet le plus fondamental, le sujet qui nous intéresse et qui intéresse le politique, c'est qu'on est effectivement quand même dans un moment où les prix diminuent et dans un moment où l'investissement privé n'est pas au rendez-vous. Et donc, toute la stratégie qui est en train de se mettre en place à Bruxelles aujourd'hui, c'est de dire il faut qu'il y ait de l'investissement public, c'est le plan Juncker des 300 milliards d'euros, et il faut qu'on arrive, et en France c'est notre tâche sur le plan politique, à convaincre que l'investissement d'avenir, c'est-à-dire l'investissement dans les infrastructures, dans l'éducation, doit être sorti du calcul des 3% de déficit. Parce que si la puissance publique n'investisse pas massivement pour relancer l'économie, les investisseurs privés ne le feront pas non plus. D'ailleurs, regardez ce que dit... Il faut de l'investissement public. Angela Merkel dit elle-même qu'elle va investir dans les infrastructures de transport parce qu'elle a bien conscience que sans investissement public, la machine ne se remettra pas en route. Les Allemands, ils ont un peu de marge de manœuvre. Bon, on passe, il nous reste 2 minutes pour passer, bien sûr, le prix Nobel
prix Nobel français cette année. Jean Tirole, fondateur de l'économie de Toulouse, on a beaucoup parlé cette semaine. C'est vraiment celui qui a créé la théorie de l'organisation industrielle. Vous allez nous en dire un mot, Jean-Marc Daniel, vous avez à peu près la même formation que lui. Il y a déjà eu 2 prix Nobel, d'ailleurs du même type de formation, X et les ponts, Maurice Allais en 88 et Gérard Debreu en 83. Alors est-ce que c'est une preuve de l'excellence à la française? Ça perdure finalement Oui, je crois. Enfin bon, Maurice Allais était X-Mine. Oui, X-Mine, bon, il y a plus de Tirole et X-Pont. J'attends X-INSEE, puisque moi je suis X-INSEE, donc j'attends le prochain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'excellence effectivement à la française en matière d'économie mathématique au travers de ce bloc de l'école normale supérieure et de l'école polytechnique qui se trouve dans l'école économique de Toulouse, l'école économique de Paris et dans le centre de recherche de l'INSEE, qui est le CREST. Et je crois que les Français ne connaissent pas. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de Français ont découvert l'existence de Jean Tirole alors qu'ils assistent à énormément de débats économiques avec tout un tas de gens qui n'ont pas le type de formation, le type de réflexion que peut avoir Jean Tirole. Et que c'est une... L'économie industrielle, c'est vrai que ça ne disait pas grand-chose. Mais c'est une économie avec plein d'applications dans le concret. C'est les deux pieds dans le concret. Et je pense que s'il devait y avoir une réflexion à faire, c'est que tout le monde s'est précipité pour écouter Jean Tirole maintenant qu'il est prix Nobel. La question, c'est pourquoi on ne l'avait pas davantage écouté précédemment? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir ces économistes qui, même s'ils n'ont pas le prix Nobel, sont quand même reconnus internationalement? Ils ne sont pas prophètes en leur pays. Exactement. Il était quand même connu depuis très très longtemps. L'école d'économie de Toulouse, elle a une renommée depuis plus de 15 ans. Jean Tirole était archi auprès connu. de vous, mais je ne suis pas sûr que le grand public français... Le grand public a un peu découvert. Mais c'est à ça que sert un prix Nobel. C'est justement à vulgariser. Mais je trouve qu'on a en France un débat, une vitalité du débat économique qui est inédite, et qui est comparable à aucun autre pays. Regardez les débats, notamment avec Thomas Piketty, la révolution fiscale. Les Français se passionnent pour l'économie. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'économistes qui interviennent sur les plateaux télé, et c'est heureux parce que ça permet d'éclairer le citoyen. Et je trouve que c'est aussi ce qui montre qu'on a un pays qui est mature sur le plan politique et sur le plan du débat, et qui n'hésite pas à mettre les mains dans la technique pour comprendre comment on peut transformer notre pays. Ludovic Subron, allez vous conclure. Et pourtant, seulement 5 à 6 personnes sur 10 en France savent faire une division correctement. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça passionne en effet une frange de la population qui s'y intéresse, mais la culture économique et financière n'est pas démocratisée en France, et il y a un vrai enjeu là-dessus. Parce que ce que fait Jean Tirole, elle est quand même bien plus qu'ailleurs. Ouais, enfin beaucoup moins que chez nos amis anglo-saxons, où là encore en économie ils ont beaucoup plus de prix Nobel que nous. Moi je pense que c'est super que Jean Tirole ait eu le prix Nobel. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est grâce à lui qu'on fait rentrer les filles gratuitement dans les clubs le soir, parce qu'il a démontré qu'il y avait un intérêt et pour le club et pour le de faire rentrer les filles dans les clubs. C'est l'économie concrète, et c'est pour ça que ça devrait être démocratisé. Mais non, mais c'est pour ça que ça devrait être démocratisé. À tous les trois. Eh bien, on démocratise l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de l'Écho. Restez avec nous.